Je ne sais pas exactement par où commencer. Peut-être parce que cette histoire n'a jamais vraiment eu de commencement clair, et qu'elle n'a pas non plus trouvé de véritable fin. J'ai toujours pensé que les récits de famille, les légendes que l'on se passe au coin d'une table ou devant un feu de cheminée, finissent par se dissoudre dans le temps, emportés comme des fumées anciennes. Mais celui-ci s'est incrusté dans notre vie. Il s'est transmis non pas comme un souvenir, mais comme une présence, une marque qui refuse de s'effacer. Je vais donc revenir loin en arrière, bien avant que je sois né, bien avant même que mes parents se rencontrent. Dans les années 1980, ma grand-mère vivait encore dans son village du Finistère. C'était un hameau minuscule, posé entre Landes et océan, avec une petite chapelle de granit où tout tournait autour de l'église et du cimetière qui l'entourait. Ma grand-mère n'avait jamais quitté ce coin. Elle connaissait chaque chemin creux, chaque ajon, chaque pierre moussue. Elle était de ces femmes qui, veuves trop tôt, consacrent le reste de leur vie à l'église et aux autres, comme pour donner un sens à la solitude. Je me souviens d'elle comme d'une silhouette toujours vêtue de sombre, son foulard serré sur la tête, son regard fatigué mais lumineux lorsqu'elle parlait de Dieu ou des vivants. Elle passait des heures dans la sacristie, à préparer les bouquets de fleurs, à nettoyer les bancs, à accueillir les enfants du catéchisme. C'était une femme pieuse, mais aussi une femme de chair, de doute, de fatigue. Un soir d'automne, alors qu'elle encadrait un groupe de jeunes filles dans la chapelle, un homme entra en courant. C'était un paysan, visiblement épuisé, qui tenait encore la bride d'un âne tremblant derrière lui. Sa chemise était tachée de sueur et de poussière, ses lèvres fendues de soif. Il demandait presque en criant à voir le recteur. Ma grand-mère, inquiète, laissa les enfants et partit en hâte chercher le prêtre. Le petit chemin derrière la chapelle montait vers la lande. Les pierres y étaient glissantes, et chaque pas résonnait dans l'air déjà humide du soir. Elle leva les yeux et là-haut, sur la ligne de la colline, elle aperçut une silhouette. C'était une femme, immobile, toute vêtue de noir. Ses cheveux, d'un blanc éclatant, descendaient jusqu'à sa taille. Le vent soufflait violemment ce soir-là, mais rien ne semblait pouvoir la faire plier. Les mèches volaient autour de son visage, sans jamais le dévoiler complètement. Ma grand-mère s'arrêta net. Elle connaissait toutes les femmes du village, toutes les voisines, toutes les vieilles tantes. Celle-ci, non, elle n'appartenait pas au pays. La peur qui l'envahit fut étrange, profonde. Elle n'était pas liée au danger immédiat, mais à quelque chose d'instinctif, comme un froid qui prend à la nuque. Pourtant, ma grand-mère continua à avancer, lentement, ses genoux douloureux protestant à chaque pas. Elle voulait rejoindre le prêtre, qu'elle imaginait plus haut dans son lieu de prière solitaire. Mais plus elle avançait, plus cette femme paraissait proche, et plus le ciel se chargeait. Les nuages noirs accouraient comme poussés par une main invisible. Puis, dans le vent qui redoublait, quelqu'un cria son nom. Elle se retourna. Le prêtre l'appelait en bas, avec les jeunes filles près de la chapelle. Alors elle redescendit tant bien que mal, son cœur battant, sa respiration courte. Elle n'osa pas répondre quand le prêtre lui demanda qui était cette femme là-haut sur la colline. « Je ne sais pas », murmura-t-elle. Mais le recteur lui aussi l'avait vue. Il fit un signe de croix, une bénédiction vers l'horizon. La silhouette, sans geste, tourna le dos et disparut dans la ligne sombre des nuages. Le paysan, lui, avait fini par se calmer un peu. Il expliqua que sa sœur était malade. Pas malade comme on l'entend d'habitude. Il disait qu'elle se mettait à hurler la nuit, à s'enfuir vers le cimetière du village, qu'on la retrouvait parfois grattant la terre des tombes comme un animal. Personne n'avait voulu intervenir. Le prêtre de son bourg avait refusé, et de paroisse en paroisse, il avait essuyé le même rejet. Les habitants s'étaient enfermés chez eux, craignant, murmurait-on, de se mêler à une histoire de femme de la colline. Ma grand-mère, malgré la peur qu'elle avait ressentie, sentit qu'elle ne pouvait pas abandonner cet homme. Elle promit de l'accompagner. Le prêtre hésita, mais finit par leur prêter sa vieille camionnette avec sa bénédiction. Ils roulèrent longtemps, jusqu'à un hameau perdu entre landes et forêts, un regroupement de quelques maisons de pierre entourées de champs en friche. Le ciel était si sombre qu'il paraissait déjà la nuit, bien qu'il fût à peine 18 heures. Dans la première maisonnette, ils trouvèrent une vieille femme allongée sur le sol, la mère du paysan. Ses yeux étaient épuisés, mais elle répéta « Vous allez voir que nous disons vrai. » Puis elle ajouta « Elle est encore partie au cimetière. » Le fils se précipita dehors, ma grand-mère derrière lui. Ils grimpèrent un sentier étroit, les ajoncs leur griffant les chevilles. Le cimetière apparut, ancien, délabré, les croix penchées comme des dents usées. Avant même d'y entrer, ils entendirent des cris,
Mais ce n'était pas seulement les cris d'une jeune fille, c'étaient plusieurs voix aiguës qui se mêlaient comme un chant sauvage. On aurait dit un chœur de femme, synchronisé, dans une sorte de litanie macabre. Et là, au milieu des pierres, une jeune fille à demi nue grattait frénétiquement la terre d'une tombe. Ses doigts saignaient, mais elle continuait haletante. Le frère la saisit par les bras pour la retenir. Ma grand-mère voulut avancer, mais elle ne put pas. C'était comme si ses pieds s'étaient enfoncés dans le sol. Elle n'arrivait pas à bouger. Pire encore, les prières qu'elle voulait réciter restaient coincées dans sa gorge. Aucune parole ne sortait. Pourtant, dans un ultime effort, elle réussit à murmurer quelques mots, presque inaudibles. Et c'est à ce moment-là que le vacarme recula. Les voix se firent plus lointaines, comme repoussées. Le frère souleva sa sœur, inconsciente désormais, et ils regagnèrent la maisonnette. Ce soir-là, ma grand-mère resta auprès d'eux. Elle comprit que ce n'était pas une maladie ordinaire, ni même une folie passagère. Quelque chose s'acharnait sur cette famille, et personne ne voulait les aider. Au matin, elle reprit la camionnette et rentra chez elle. Mais avant de partir, la vieille femme lui dit, en la regardant droit dans les yeux, « Elles reviennent toujours, elles ne s'arrêtent jamais. » De retour dans son village, ma grand-mère chercha conseil. On lui parla d'un homme, un prêtre italien installé à Quimper depuis des années, qui avait quitté l'église officielle mais qu'on disait ancien exorciste. On l'appelait Lucas. Elle se rendit à son atelier, car il passait ses journées à peindre des toiles que personne n'achetait. C'était un vieil homme aux mains tachées de couleur, aux yeux fatigués mais intenses. Il l'écouta sans l'interrompre. Puis il soupira. « Mon cœur est trop faible. Je n'ai plus la force pour ces choses-là. » Il lui expliqua qu'il avait participé en Europe à plus de 15 exorcismes, qu'il avait regardé Lucifer dans les yeux, selon ses mots, mais que ce temps était fini. Il alla chercher une petite boîte de bois fermée à clé. Dedans, il y avait un crucifix ancien, usé, mais d'une présence singulière. Ceci est passé de main en main depuis des générations d'exorcistes. C'est une arme, mais aussi un fardeau. Ne le détruisez jamais, gardez-le. Et surtout, comprenez que ce que vous allez porter attirera autant qu'il repoussera. Ma grand-mère repartit avec ce crucifix. Elle ne sut jamais si ce fut une bénédiction ou une malédiction. Mais à partir de ce moment, cette croix allait suivre notre famille, et ce qui s'était réveillé sur la colline allait, d'une manière ou d'une autre, nous retrouver. Je dois maintenant revenir à une époque plus proche de moi. Nous sommes en 2008. Ma grand-mère venait de mourir, un 16 juillet, presque à 90 ans. Sa disparition fut un déchirement, mais aussi un étrange soulagement. Elle avait porté jusqu'à son dernier souffle un poids invisible que nous ne comprenions pas encore. Lorsqu'elle fut enterrée, ma mère repartit de son village avec une petite boîte de bois serrée contre elle. Dedans, il y avait le crucifix confié par le père Lucas. Je me souviens encore très bien de ce retour à la maison, à Brest. Nous avons ouvert la porte, les bras chargés de valises, de fleurs fanées, de vêtements encore imprégnés de l'odeur de l'église. Ma mère posa la boîte sur une étagère. Au même instant, toutes les ampoules de la maison éclatèrent, l'une après l'autre dans un crépitement sec, jusqu'à ce que nous restions dans l'obscurité totale. Nous aurions dû comprendre. Nous aurions dû voir ce signe, mais nous étions fatigués, épuisés de chagrin, et nous avons préféré en rire nerveusement. Pourtant, ce fut le premier avertissement. Mais avant de vous raconter ce que ce crucifix a réveillé, je dois évoquer une autre présence, plus ancienne, plus intime, celle d'un jouet, un simple polichinelle de porcelaine, que mon frère avait reçu lorsqu'il n'était encore qu'un bébé. C'était lors d'un repas de famille, je crois. Une collègue de ma mère était venue avec sa propre mère, une femme d'âge avancé mais au sourire chaleureux. Elle avait été attendrie par mon frère. Alors âgée de quelques mois et quelques jours plus tard, elle nous fit livrer un cadeau, un polichinelle, un pantin de chiffon et de porcelaine, vêtu de satin coloré, la coiffe ornée de 2 grelots. L'objet paraissait plus ornemental que véritable jouet. Ses bras et ses jambes se pliaient grâce à une armature de métal, et à l'intérieur, son corps cachait une structure en céramique, lourde et fragile à la fois. Au début, il resta posé sur une étagère comme une décoration. Mais dès que mon frère eut l'âge de marcher, il s'en empara. Ce fut comme une évidence. Ce jouet devint son compagnon. Il dormait avec lui, mangeait avec lui, refusait de le lâcher, au point que nous commencions à plaisanter en famille. Les grelots tintaient partout dans la maison, annonçant les pas de mon frère. On savait où il était rien qu'à ce son. Puis, avec les années, le polichinelle sembla devenir une présence à part entière. Mon frère lui avait donné un prénom,
Un prénom que je n'ai jamais eu le courage de répéter à haute voix depuis. Un prénom qui même aujourd'hui me glace. Nous avons tous fini par l'appeler ainsi, sans réfléchir, comme si l'objet imposait lui-même son identité. Je me souviens d'un été en particulier. Mon frère avait 5 ans. Chaque soir, il rangeait soigneusement ses jouets dans une boîte, sauf le polichinelle qui devait rester assis sur sa chaise à côté de son lit. Un soir, je le surpris à parler à voix basse. Je crus d'abord qu'il s'inventait un jeu, mais quand j'écoutais mieux, je compris qu'il répondait à des questions, comme s'il dialoguait vraiment. Ses phrases étaient brèves, entrecoupées de silence. Le lendemain, il demanda à ma mère de sortir le polichinelle dehors, sur la terrasse. Elle s'étonna mais obéit. L'objet resta là toute la nuit, exposé au vent marin. Le matin, il était trempé de rosée. Nous voulûmes le rentrer, mais mon frère se mit à pleurer, suppliant qu'on le laisse dehors. Il m'a montré son vrai visage, et finit-il par avouer. Ces mots me hantent encore. Nous avons insisté pour savoir ce qu'il voulait dire. Et d'une voix tremblante, il raconta que le polichinelle avait d'abord été gentil, qu'il lui avait appris des mots, des chansons, mais qu'un soir, il lui avait proposé de voir son vrai visage. Mon frère, innocent, avait accepté. Alors, derrière le masque figé de porcelaine, il avait vu 2 yeux rouges, une bouche immense dégoulinante de sang. Le polichinelle avait souri et lui avait dit qu'il venait de manger. « Quoi ?» avait demandé mon frère. L'objet avait posé sa main glaciale sur sa poitrine et avait répondu « Toi ». À partir de ce jour, mon frère ne voulut plus jamais que le polichinelle rentre dans la maison. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Car même laissé dehors, le jouet revenait. Plusieurs fois, nous l'avons retrouvé déplacé, assis près de la porte comme s'il avait attendu qu'on l'invite. Mon frère, pris de panique, exigeait qu'on le repose dans le jardin. C'était devenu une sorte de rituel étrange. Sortir l'objet, le ramasser le lendemain, le replacer plus loin. Aucun de nous n'osait le jeter par peur de blesser mon frère ou autre chose. Comme si une force invisible nous empêchait de nous en débarrasser. Puis un soir, mon oncle, qui vivait avec nous à cette époque, poussa un cri au rez-de-chaussée. Il sortit précipitamment dans le jardin, armé d'une pelle. Nous le vîmes frapper le sol, hurler, courir jusqu'au fond de la cour. Quand il revint, il était pâle, trempé de sueur. Il jura avoir vu, derrière la fenêtre de la chambre de mon frère, le polichinelle, mais pas à sa place habituelle, debout, immobile, tourné vers l'intérieur, comme s'il observait le sommeil de l'enfant. Lorsqu'il avait ouvert les rideaux en criant, la silhouette avait filé dans l'ombre, plus rapide qu'aucun jouet ne pouvait l'être. Nous cherchâmes partout. Le polichinelle avait disparu. Définitivement, croyait-on. À partir de là, toutes les photos de mon frère enfant où apparaissait le jouet furent coupées. Nous avons essayé d'oublier, et peu à peu nous avons réussi, jusqu'à ce mois de juillet 2008. Lorsque le crucifix de ma grand-mère entra dans la maison, le passé se remit en marche. Les bruits commencèrent dans la penderie où nous l'avions rangé, des claquements sourds, comme des sanglots étouffés. Puis, la nuit suivante, ma mère se réveilla, croyant m'entendre vomir dans ma chambre. Mais quand elle ouvrit la porte, je dormais profondément. Le son provenait de l'armoire. Elle recula, terrifiée. Nous passâmes le reste de la nuit à prier dans le couloir, sans oser ouvrir les portes. Le matin, nous essayâmes de rationaliser. Peut-être les canalisations, peut-être un animal coincé, mais dans nos regards, je vis bien que personne n'y croyait vraiment. Les jours suivants, le phénomène s'étendit. Une toux rauque résonnait parfois dans le salon, comme celle d'un vieillard malade. Parfois, en plein après-midi, on entendait une voix vomir derrière un mur, comme si la maison régurgitait sa propre chair. Et puis il y eut ce soir où quelqu'un frappa à la grille du jardin. Quand je m'approchai, je vis à travers les barreaux une femme, habillée de noir, aux cheveux d'un blanc éclatant, flottant dans le vent marin. Elle se penchait, comme pour scruter l'intérieur de la maison. Ses yeux étaient invisibles, cachés dans l'ombre de son visage. Je reculai instinctivement. Je sentis la peur viscérale que ma grand-mère avait décrite des années plus tôt. Sans réfléchir, je courus fermer la porte arrière. Et c'est là que mes lèvres prononcèrent des mots que je ne voulais pas dire. Nous ne l'avons pas ici. Maman l'a enterré dans la forêt. Je ne savais pas que je parlais du crucifix. Je n'avais pas connaissance du lieu exact où ma mère l'avait caché. Mais les mots sortirent tout seuls, comme soufflés par une voix étrangère. La pression sur la poignée cessa aussitôt. Quand mon frère rentra plus tard, je lui racontai. Il me fixa longuement et dit seulement « Alors il va revenir ». Après la mort de ma grand-mère et l'arrivée du crucifix dans notre maison, rien ne fut plus normal. Le quotidien avec ses repas, ses devoirs, ses silences, se recouvrit peu à peu d'un voile invisible.
comme si nous vivions au milieu d'un champ magnétique, traversé de forces imperceptibles mais réelles. La maison respirait autrement. Les premiers soirs, nous pensions encore à des coïncidences, les bruits dans les murs, les odeurs de soufre ou d'humidité stagnante. Mais une nuit, alors que le vent secouait les volets, j'entendis nettement un tintement. Les grelots, ceux du polichinelle. Je crus d'abord à une hallucination. Pourtant, mon frère bondit hors de sa chambre, livide. Il avait entendu la même chose, derrière sa porte, alors que le jouet avait disparu depuis des années. Nous montâmes la commode contre l'entrée de sa chambre. Pendant des heures, nous restâmes assis dans le couloir à l'écouter vibrer légèrement, comme si quelqu'un derrière essayait d'ouvrir. C'est alors que la voisine sonna. Elle avait perçu notre agitation. Elle avait vu la lumière rester allumée. « Vous devriez garder mon chien pour la nuit, ça vous rassurera », dit-elle avec un sourire gêné. C'était un petit shih tzu, trop vieux pour aboyer fort mais fidèle. Nous acceptâmes. Le chien entra et aussitôt il se posta devant l'escalier, immobile, raide, son museau pointé vers l'étage. Ses yeux ne quittaient pas l'obscurité du palier. La nuit fut longue. Vers minuit, alors que le silence semblait s'installer, nous entendîmes des voix de femmes. Elles venaient de la rue, ou peut-être du jardin, 3 voix exactement distinctes, qui chantaient ensemble, à l'unisson. Le rythme rappelait une prière, mais à l'envers. Une langue gutturale que je pris pour du latin. Nous nous sommes figés. J'ai tendu l'oreille. Les mots se répétaient, se répondaient. Et sans comprendre pourquoi, j'ai commencé à les murmurer, comme si je les connaissais. À peine avais-je formé 2 syllabes, que mon frère m'arracha la main de la bouche. Ses yeux étaient exorbités. Ne redis pas ça, jamais. Au même instant, la commode contre la porte vibra violemment, comme si quelque chose de l'autre côté poussait pour sortir. Le chien recula en couinant. Nous étions au bord de la panique lorsque la sonnette retentit. Une silhouette apparut derrière la vitre de la porte. Nous avons ouvert, c'était lui, le prêtre que ma grand-mère avait connu autrefois. Le père Lucas, il avait vieilli bien sûr. Ses cheveux étaient presque entièrement blancs, son visage marqué de rides profondes. Mais ses yeux brûlaient d'une intensité que je n'avais jamais vue chez personne. Dès qu'il entra, l'atmosphère changea. Comme si une fenêtre invisible s'était ouverte. Comme si un courant d'air balayait la maison. Nous lui expliquâmes tout. Les bruits, les voix, la femme en noir aux cheveux blancs, les grelots. Il nous écouta sans nous interrompre. Puis il se tourna vers ma mère. « Où est le crucifix ?»« Dans la penderie. »« Alors sachez ceci, cet objet attire autant qu'il repousse. Il n'agit pas comme une barrière, mais comme un phare. Tout ce qui est la lumière se jette vers elle. » Il fit asseoir tout le monde dans le salon. Sa voix était ferme, mais douce. « Des femmes connaissent déjà la maison, » dit-il. « Elles tournent autour, comme elles l'ont fait avec votre grand-mère. Elles ne peuvent pas entrer sans invitation, mais elles appellent. Et chaque fois que vous répondez, même par un mot, même par un regard, vous ouvrez une porte. » Je pensais aussitôt à la phrase que j'avais répétée, ce murmure en latin que je n'aurais pas dû dire. Le père Lucas se leva, fit lentement le tour de la pièce, posa sa main sur chaque mur. Puis il déclara « Ce soir, nous allons tenir. Demain, nous irons chercher ce qui a été enterré, car elles savent déjà où il est. » La nuit continua. Nous restâmes groupés dans le salon, une bougie allumée au centre de la table. Le chien, toujours immobile, fixait l'escalier. À travers la fenêtre, j'aperçus des mouvements dans la rue. 3 silhouettes. Elles se tenaient parfaitement droites, alignées sous le lampadaire. Je reconnus aussitôt l'une d'elles, la femme en noir, aux cheveux blancs. Même de loin, ses mèches scintillaient comme un halo. Elle leva lentement les mains, paumes ouvertes vers nous comme pour bénir la façade. Les 2 autres firent de même. Mon frère se leva brusquement, mais Lucas le retint par le bras. « Ne sors pas. Elles ne veulent qu'une chose, que tu franchisses la porte. » À ce moment précis, la commode contre la porte de la chambre vibra de nouveau, puis dans un claquement sec, la poignée tourna d'un seul coup. La porte s'ouvrit de quelques centimètres, retenue seulement par le meuble. Nous avons tous sursauté. De l'autre côté, un souffle. Comme une respiration lente, Lucas se signa puis nous regarda droit dans les yeux. « Demain. Il faut retrouver le crucifix, où elles n'auront plus besoin d'être invitées. » La nuit où le père Lucas franchit notre seuil fut un répit fragile. Nous savions que la véritable épreuve nous attendait le lendemain, car selon ses mots, tant que le crucifix resterait caché dans la terre, les choses continueraient à tourner autour de nous, à se nourrir de notre peur. Le matin venu, la lumière ne nous réchauffa pas. Le ciel breton était bas, lourd, presque métallique. Ma mère hésitait.
Ses mains tremblaient sur le volant. Lucas, installé à ses côtés, gardait le silence, serrant son sac contre lui. À l'arrière, je regardais défiler les talus de granit et les haies d'ajonc, chaque virage me donnant l'impression de nous éloigner non pas d'un danger, mais d'un refuge. Nous quittâmes la ville pour rejoindre les monts d'Arrée, cette terre de bruyères et de rocs, réputée depuis toujours pour ses légendes de corrigans et d'âmes errantes. Ma mère ralentit à un carrefour. Elle scrutait les bas-côtés comme si ses souvenirs hésitaient. « C'était ici, dit-elle enfin. Je m'en souviens. Nous nous engageâmes sur un chemin de terre, les branches des pins griffant la carrosserie. Plus nous avancions, plus le silence s'épaississait. Même les oiseaux semblaient avoir déserté. Puis, soudain, 3 hommes apparurent au détour du sentier. Des chasseurs, fusils à la main, gilets usés, bottes crottées. Ils nous arrêtèrent d'un geste. Le plus âgé, au visage tanné par le vent, demanda sèchement « Vous savez que vous êtes en propriété privée ?» Lucas répondit avec calme « Nous cherchons quelque chose. » « À cette heure. »« Et dans ce coin ?» reprit l'homme en plissant les yeux. « Et c'est un objet perdu, dit ma mère mal à l'aise. Une croix qui a une grande valeur sentimentale. » Un silence pesa. Puis l'un des plus jeunes, pas plus de 16 ans, lâcha « Faites attention. Ces jours-ci, les femmes sortent plus souvent. » Son ton n'était pas moqueur, mais grave. Lucas s'approcha de lui. « Quelle femme ?» Le jeune haussa les épaules, mais son regard trahissait la peur, celle de la colline. « On les entend la nuit. On tire en l'air pour les chasser ?» Le plus vieux coupa court. « Allez, circulez. Si vous cherchez vraiment quelque chose, c'est plus loin, près de l'arbre foudroyé. Mais ne traînez pas. » Nous continuâmes à pied. Le sol devenait meuble, humide. Ma mère avançait la première, comme guidée par une mémoire obscure. Enfin, elle s'arrêta. Devant nous, un tronc énorme, brûlé par la foudre, gisait à demi couché. « C'est ici, » murmura-t-elle. Elle posa ses mains au sol et commença à gratter la terre. Ses doigts s'enfonçaient dans la boue noire, s'écorchaient sur les racines. Lucas resta en retrait, comme s'il craignait de toucher lui-même la cache. Après quelques minutes, un objet émergea. Une jambe de porcelaine, attachée à la cheville, un grelot. Ma mère poussa un cri et recula, haletante. J'eus l'impression que l'air autour de nous se contractait, que la forêt retenait son souffle. Lucas s'agenouilla, prit la pelle qu'il avait apportée et poursuivit. Ses gestes étaient précis, méthodiques. Peu à peu, un coffret de bois apparut, couvert de terre humide. Il le saisit, le souleva. Au moment exact où il l'arracha du sol, un bruit éclata autour de nous. Pas un cri, pas un coup de tonnerre. Un carillon. Comme si une cloche invisible venait de sonner dans toute la lande. À cet instant, à des kilomètres de là, mon frère jura avoir vu une silhouette bondir hors de la chambre barricadée. Il raconta plus tard qu'elle sautait sur un seul pied, comme un pantin désarticulé avant de se précipiter vers la porte d'entrée. Il entendit la serrure claquer toute seule, puis plus rien. Nous, dans la forêt, étions figés. Lucas tenait le coffret serré contre lui. « Nous devons partir », dit-il d'une voix basse. Ma mère n'osait pas bouger. Ses doigts tremblaient encore de la terre qu'elle avait fouillée. Nous rejoignîmes la voiture, où le plus jeune des chasseurs nous attendait, sa carabine en bandoulière. « Dépêchez-vous. Ils savent que vous avez trouvé. » Nous ne posâmes pas de questions. Le trajet de retour se fit dans un silence oppressant. Chaque arbre qui défilait semblait cacher une silhouette prête à nous suivre. De retour à la maison, Lucas n'ouvrit pas le coffret. Il le plaça sur la table, posa simplement la main dessus et ferma les yeux. « Ce crucifix a servi à chasser des ombres, dit-il, mais il les attire aussi. Ce que vous vivez n'est pas une malédiction familiale, c'est une conséquence. Votre grand-mère a accepté de porter un fardeau qui n'aurait jamais dû quitter l'église. » Ma mère demanda « Alors que devons-nous faire ?» Lucas réfléchit longuement. « Enfermé, pas dans votre armoire, pas sous votre toit, mais dans un lieu de foi, protégé par la prière quotidienne. Un couvent, une abbaye. Si vous le gardez ici, ces femmes ne cesseront jamais. Elles n'ont pas besoin de clés. » Le soir même, ils prirent la route pour l'abbaye de Landévennec. Les sœurs les accueillirent dans un silence solennel. L'une d'elles, la mère supérieure, accepta de garder le coffret. « Nous le protégerons, dit-elle. Mais souvenez-vous, il ne doit être réclamé qu'en dernier recours. » Lucas inclina la tête. C'est la seule manière de limiter les dégâts. Pourtant, même débarrassé du crucifix, la maison ne retrouva pas la paix. Les nuits suivantes, nous sentîmes encore des présences. Des pas dans le couloir, des souffles dans les murs, et surtout toujours ces voix. Parfois lointaines, parfois si proches qu'on aurait cru les entendre à l'oreille. 3 voix de femmes,
murmurant les mêmes phrases en latin encore et encore. Le père Lucas, resté quelques jours chez nous, ne dormait presque pas. Il parcourait la maison, une bougie à la main, murmurant ses propres prières. Une nuit, je le surpris, immobile dans le salon, les yeux fixés sur la fenêtre. « Que voyez-vous » lui demandai-je. Il se tourna vers moi, le visage tendu. « 10 femmes. Dans la rue. Elles se sont assises sur le trottoir, comme dans une église. Et elles prient, mais elles ne prient pas Dieu. Elles prient pour que je sorte. Je n'osais pas regarder. Ce fut à ce moment que je compris. Le crucifix n'était pas une protection. Il était un miroir. Il révélait ce qui dormait autour de nous, ce qui passait d'ordinaire inaperçu. En le déterrant, en le ramenant, nous avions secoué une ruche invisible. Et désormais, même sans lui, les abeilles bourdonnaient encore. Cette nuit-là, Lucas conclut simplement. Ce que votre grand-mère a vu sur la colline n'était que le commencement. Ce que vous voyez maintenant est l'écho. Et l'écho dure parfois plus longtemps que le cri. Pendant quelques jours après le dépôt du coffret à l'abbaye, nous avons cru à une accalmie. La maison paraissait respirer à nouveau. Les nuits furent moins lourdes. Les lampes cessèrent de grésiller. Le silence ressemblait presque à un silence ordinaire. Même le chien de la voisine, que nous gardions encore, avait cessé de fixer l'escalier. Ma mère recommença à préparer des repas complets. Nous remîmes de l'ordre dans les chambres, même dans celle de mon frère où la commode bloquait encore la porte. « Peut-être qu'il est vraiment parti », dit-il un matin, les yeux cernés mais pleins d'un optimisme fragile. Je voulais le croire. Nous le voulions tous, mais au fond de moi, je savais que l'écho continuait. L'écho ne me quittait jamais, même en plein jour. Au milieu de la foule, je croyais entendre un murmure derrière mon oreille gauche. 3 syllabes, toujours les mêmes, que je n'osais plus répéter. Le dimanche, nous sommes allés à la messe du village. Le père Lucas, resté quelques jours encore, célébrait. Son homélie parlait de la tentation et du poids des héritages invisibles. Les fidèles écoutaient, sans deviner que chaque mot nous concernait. À la sortie, une vieille femme que je n'avais jamais vue s'approcha de moi. Elle avait des cheveux étonnamment blancs, presque phosphorescents, dissimulés sous un foulard noir. Elle prit ma main et dit seulement « On n'efface pas ce qui est gravé », puis elle disparut dans la foule. Je ne pus raconter cette scène qu'à ma mère le soir même. Elle devint livide. « Tu es sûr qu'elle t'a touché ?» demanda-t-elle. J'acquiesçai. Alors elle ferma les volets, tourna la clé dans la serrure et se mit à prier. Les jours suivants, tout sembla basculer lentement. Une lampe éclata dans la cuisine, projetant du verre jusque sur le carrelage. Mon frère rêva de son polichinelle chaque nuit et se réveillait avec les draps trempés de sueur. Ma mère, de plus en plus épuisée, commença à parler toute seule en préparant le repas. Une nuit, alors que je lisais, je l'entendis murmurer depuis la chambre voisine. Sa voix n'était pas la sienne, grave, profonde, presque masculine. Je crus d'abord qu'elle téléphonait, mais quand je me levai, j'aperçus la lueur sous sa porte. Elle était seule, et ses lèvres répétaient les mêmes mots en latin que les voix dehors. Je reculai lentement. Quand je retournai dans mon lit, je priais sans m'arrêter jusqu'à l'aube. Le père Lucas revint 2 jours plus tard, après un aller-retour à l'abbaye. Il avait les traits tirés. « Ce que vous vivez n'est pas fini, dit-il. Le coffret est en sécurité, mais les attaches ne se brisent pas si vite. Elles savent que vous êtes liés. Elles essaieront de revenir par vous. » Il posa la main sur l'épaule de ma mère. « Vous devez être forte, très forte. » Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. C'est à ce moment que les voix se firent plus pressantes. 3 voix, toujours, mais désormais à l'intérieur même de la maison. On les entendait près de la porte d'entrée, dans l'escalier, parfois dans la salle de bain. Elles ne chantaient plus, elles appelaient. Elles appelaient mon frère par son prénom. La dernière nuit avant le drame, nous avons tenté de rester groupés dans le salon comme la première fois. Lucas avait disposé des bougies, et nous avions tous récité le rosaire. L'air vibrait d'une tension palpable. Chaque craquement de bois faisait sursauter ma mère. Chaque battement de grelot imaginaire crispait mon frère. Vers 2 heures du matin, le chien bondit soudain contre la porte. Il grattait, grognait, comme s'il voulait empêcher quelque chose d'entrer. Puis d'un coup, il se tut, immobile, oreilles dressées. Un silence de mort envahit la maison. Lucas se leva, prit une bougie et s'approcha de la fenêtre. Il pâlit. « Elles sont là, dit-il. » Nous osâmes regarder. Dehors, alignées sous la pluie, se tenaient 3 femmes. Leur peau semblait translucide. Leurs cheveux blancs pendaient jusqu'à leur taille. Elles levaient lentement les bras, comme la première fois. Mais cette fois, elles souriaient.
Lucas fit signe de ne pas bouger. Tant que nous restons unis, elles ne franchiront pas. Mais soudain, un bruit sec retentit à l'étage. La commode. On venait de la pousser de l'intérieur. La porte de la chambre de mon frère s'ouvrit brutalement. Un objet roula dans l'escalier. Un grelot. Je sentis mon estomac se nouer. Mon frère hurla, se leva, mais Lucas l'empoigna. « Ne monte pas !» cria-t-il. Le chien, lui, n'écouta pas. Il s'élança vers l'escalier, et à peine eut-il posé la patte sur la première marche qu'il fut projeté en arrière, comme repoussé par une force invisible. Il retomba contre le mur, inerte. Ma mère éclata en sanglots. « C'est fini, dit-elle. Ils sont déjà là. » Lucas serra son crucifix contre lui. « Non, ce n'est pas fini, mais ce qui vient maintenant. » Il se tut. Je compris qu'il parlait pour lui-même, et que même lui n'était pas sûr de ce que nous allions affronter. C'est là que s'arrête ce chapitre, et c'est là que je vous pose la question. À vous qui écoutez, croyez-vous que 3 voix suffisent à renverser une maison entière? Avez-vous déjà vécu l'écho de paroles qui ne devraient pas être entendues? Dites-le dans les commentaires, partagez vos expériences, car ce que nous vivons ne nous appartient plus. C'est désormais une histoire collective. Et si vous voulez savoir ce qui nous attend au dernier tournant, restez avec nous, car le prochain chapitre vous montrera jusqu'où ces voies peuvent nous mener. Les jours qui suivirent la chute du chien furent irréels. Comme si la maison n'était plus tout à fait la nôtre, chaque pièce semblait déplacée d'un demi-mètre, chaque ombre trop longue, chaque bruit trop proche. Le père Lucas restait avec nous, dormant à peine, priant presque sans arrêt. Ma mère, elle, ne parlait plus. Ses lèvres remuaient parfois, mais aucun son n'en sortait. Mon frère, pâle comme un cadavre, se contentait de répéter « Ce n'est pas moi qu'elles veulent, ce n'est pas moi ». Comme pour s'en convaincre, moi j'écrivais. Dans un vieux cahier d'école, je notais chaque détail. Les heures, les odeurs, les paroles. Peut-être pour garder prise, peut-être pour me souvenir. J'ignorais alors que ce serait ce cahier, plus que ma mémoire, qui témoignerait de ce que nous avons traversé. Tout s'accéléra lors de cette nuit sans lune. Le vent soufflait à peine, mais la maison vibrait comme une coque au milieu d'une tempête. Vers minuit, 3 coups secs résonnèrent sur la porte d'entrée. Nous nous sommes figés. Lucas leva la main en silence. Les coups reprirent plus fort. Puis une voix de femme claire posée. « Ouvrez. Nous savons que vous l'avez eu. Montrez-le nous. » Nous ne répondîmes pas. Lucas se leva lentement, posa une chaise contre la porte. « Elles ne peuvent pas entrer, rappela-t-il. »« Pas sans votre accord. » Mais aussitôt, la serrure tourna toute seule. La chaise glissa, trembla. Ma mère éclata en sanglots. Lucas s'élança, crucifix en main, et prononça une prière. La serrure cessa de bouger. Le silence retomba. Ce silence ne dura qu'1 minute. Un fracas retentit à l'étage. La commode venait d'être renversée. La porte de la chambre de mon frère, ouverte depuis la veille, claqua violemment. Puis nous entendîmes les pas. Des pas rapides, qui descendèrent l'escalier, mais sans rythme humain, comme si quelque chose sautait à cloche-pied. Le grelot tinta à chaque rebond. Je crus m'évanouir. Mon frère hurla son prénom à voix haute, comme si le polichinelle était redevenu son compagnon d'enfance. Et alors, il apparut. Pas le jouet, pas non plus une silhouette fantomatique. Quelque chose entre les deux. Un corps déformé, la tête trop grande, les yeux rouges étincelants, la bouche entr'ouverte sur des dents humaines. Il tenait encore son bonnet à grelots, mais celui-ci pendait comme une couronne grotesque. Il s'arrêta au bas des escaliers, et parla. Je t'attendais. Sa voix n'était pas aiguë ni mécanique. Elle était rauque, profonde, comme celle d'un homme âgé. Lucas leva son crucifix, mais la créature rit. « Tu crois encore que ça marche? Tu n'es plus dans ton église. Ici, c'est à nous. » Alors, derrière lui, à la fenêtre, apparurent les 3 femmes. Alignées dans la pluie invisible, leurs cheveux blancs collés à leur visage, elles souriaient toujours. Leurs lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Pourtant, nous les entendions à l'intérieur de nos crânes. « In tenebris venimus. Manducar, redimer. » Je tombais à genoux. Mes oreilles bourdonnaient. Mon frère, lui, se leva comme hypnotisé et fit un pas vers le polichinelle. « Ne le suis pas !» cria Lucas, mais il était trop tard. La créature tendit la main. Mon frère la saisit, et à l'instant du contact, toutes les lampes de la maison éclatèrent. La pièce entière s'illumina d'une lueur rouge, comme si le sang avait envahi l'air. Je ne me souviens plus clairement des minutes qui suivirent, seulement de bribes. Lucas psalmodiant à pleine voix, ma mère allongée, évanouie sur le sol, le polichinelle hurlant comme un animal blessé, sa chair se déchirant en lambeaux de bois et de porcelaine.
Et mon frère projeté contre le mur, les yeux révulsés. Puis un silence. Quand je rouvris les yeux, la pièce était vide. Les femmes avaient disparu. Le polichinelle aussi. Mon frère gisait, immobile, mais respirait. Lucas, tremblant, s'était effondré dans un fauteuil. « Ce n'est pas une victoire, dit-il d'une voix brisée. C'est une trêve. Ils reviendront, toujours. » Au matin, la maison semblait étrangement calme. Trop calme. Nous avons quitté les lieux ce jour-là, laissant tout derrière nous. Meubles, vêtements, souvenirs. Seul le cahier, je l'ai gardé. Lucas nous accompagna jusqu'à la gare. Il paraissait plus vieux encore, comme si 10 ans s'étaient ajoutés en une nuit. Avant de partir, il me dit « N'écris jamais leur nom. N'écris jamais les phrases qu'elles murmurent, même si tu crois que ce ne sont que des mots. » Je promis, mais je savais déjà que j'avais trahi. Dans les marges du cahier, les mots étaient là, involontairement griffonnés, comme si ma main avait écrit pendant que je dormais. Voilà pourquoi, aujourd'hui, en vous racontant cette histoire, je ne sais pas si je les invoque à nouveau. Je ne sais pas si vous les entendrez, après avoir éteint cette vidéo. Peut-être qu'elles viendront se poster devant vos fenêtres, alignées, immobiles, dans la nuit. Moi, je les sens déjà. Elles ne nous ont jamais quittés. Et peut-être qu'elles vous cherchent maintenant, vous aussi.